Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu des manières de trouver la bonne recette pour l'exercice physique et le diabète de type 1. Je vous avertis tout de suite que le français n'est pas ma langue maternelle, alors il se peut que de temps en temps je fasse des erreurs. Si vous voulez m'aider un peu, ça aide à apprendre. Mon nom, c'est Jane Yardley. Je suis professeure agrégée à l'Université de l'Alberta et je fais mes recherches dans le domaine de exercice physique et diabète de type 1. Pendant la présentation aujourd'hui, on va discuter un petit peu c'est quoi l'exercice physique et comment est-ce que le corps réagit à différents types d'exercices physiques. On va discuter un petit peu les causes des hypo et des hyperglycémies avec le diabète de type 1, un petit peu de l'intensité et comment ceci peut contribuer à trouver le bon exercice ou le bon type d'exercice, la bonne personne, ce qui veut dire aussi que des caractéristiques personnelles vont influencer les changements dans les taux de glycémie pendant l'exercice. Le bon moment, quand pendant la journée est-ce qu'on devrait prendre de l'exercice si on veut éviter des hypo ou des hyper, et aussi peut-être comment gérer ceci dépendant de le temps qu'on prend notre exercice. Ce qui est très important de reconnaître, c'est que l'exercice est très important pour la santé sans le diabète de type 1, mais en particulier si on a le diabète de type 1. L'exercice régulier va promouvoir une vie plus longue. Et ici, ce n'est pas quelques mois plus longs, mais plusieurs années plus longs. Diminuer le risque de problèmes cardiovasculaires. Et chez chez les personnes touchées de diabète de type 1, les problèmes cardiovasculaires sont une des causes primaires de mort. Développer moins de complications avec les yeux, les reins, les nerfs, maintenir un poids santé. Et ici, ça peut aussi influencer le dosage de l'insuline. Conserver une masse musculaire plus importante et préserver la santé des os. Et on a des études qui montrent que la densité des os et la qualité des muscles diminue plus vite avec le diabète de type 1 que chez les personnes qui n'ont pas le diabète. Et aussi, on voit que les personnes qui sont plus actives sont plus heureux, que la qualité de vie auto-évaluée est plus élevée. Alors, la question que je pose toujours, c'est si une pilule faisait tout cela, ne la prendriez-vous pas tous les jours dans le dosage maximum? Mais on sait qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles que les personnes ne prennent pas de l'exercice régulier. On peut voir que le temps, l'argent, les connaissances, l'expérience, ce sont toutes des barrières à pratiquer de l'exercice physique régulièrement. On voit aussi que l'absence des résultats, et souvent c'est parce qu'on ne donne pas assez de temps pour voir ces résultats, et le manque de plaisir vont aussi être une barrière pour l'activité physique. Chez les individus touchés de diabète de type 1, excuse-moi, on voit aussi que la peur de l'hypoglycémie, c'est une barrière majeure. On voit que la majorité des adultes avec le diabète de type 1 ne font pas autant d'exercices qui est recommandé. Et aussi que les femmes avec le diabète de type 1 sont moins actives que les hommes avec le diabète de type 1. Et on va discuter de ceci un petit peu plus tard dans la présentation. Récemment, l'idée de la médecine personnalisée devient de plus en plus populaire. Et ceci veut dire que on cherche de trouver le bon traitement pour le bon patient ou la bonne personne au bon moment. Alors, c'est vraiment une combinaison de facteurs qui va faire que ce traitement fonctionne assez bien ou meilleur que d'autres. Et il faut aussi penser que l'exercice, c'est un médicament et c'est un qu'on peut utiliser pour nous aider, mais c'est aussi un qu'il faut très bien gérer si on a le diabète de type 1. Pour faire ceci, c'est très important de comprendre où se trouve l'énergie qu'on utilise pour l'exercice et comment on accède à ces sources d'énergie. Alors, où est-ce qu'on l'entrepose? Où est-elle stockée? Les lipides, normalement, on connaît très bien ces endroits où on stocke les lipides. Le tissu adipeux, c'est la majorité des lipides qu'on a stockés dans le corps.
On a aussi un petit peu de lipides dans les muscles. Et si on fait de l'entraînement d'endurance, ces lipides peuvent aussi devenir source d'énergie. Ils sont en principe des sources d'énergie et puis on peut les augmenter un petit peu avec l'entraînement. Il y a un tout petit peu dans le sang. Et souvent, ce qu'on trouve dans le sang, c'est des lipides qui sont en transit. Ils viennent soit d'être digérés et ils sont en transportation pour aller vers les tissus adipeux, ou ils viennent des tissus adipeux pour aller vers les muscles pour être utilisés comme source d'énergie. Les glucides, ce qui est très important de savoir, c'est que la majorité, quand on le met en entrepôt, quand c'est stocké, c'est dans les muscles. Ceci, c'est important parce que quand on les met dans le muscle en forme de glycogène, le glucose ne peut pas sortir des muscles après. C'est essentiellement seulement là pour être utilisé pour les contractions musculaires. On a aussi approximativement 20% de notre glucose qui se trouve dans le foie. Ceci peut être, on peut accéder à ces sources si on a les bons environnements, les bonnes hormones pour faire ceci. Et puis, on a un tout petit peu dans le sang. Et ceci, c'est le problème souvent quand on fait de l'exercice avec le diabète de type 1, c'est que ce 0,5% qui est vraiment une cuillerée de sucre dans 5 litres de sang peut devenir une source d'énergie pour l'exercice. L'insuline qui est produite naturellement a une demi-vie assez vite. C'est 5 à 7 minutes. Ceci veut dire que dans 5 minutes, si mon corps n'a pas besoin des mêmes niveaux d'insuline, la moitié va disparaître. Et si j'en ai besoin, ben, la moitié va toujours disparaître, mais je vais en produire assez pour remplacer cette moitié. Avec l'insuline synthétique, ceci ne se passe pas. Quand on met cette insuline dans le corps, elle reste pour très longtemps, au moins quelques heures pour les insulines qui sont plus rapides et jusqu'à 36 heures et je crois même 42 heures maintenant pour ceux qui sont des insulines plus longues. Alors, si on regarde du côté droit ici avec le petit bouton rouge, on voit en vert ce qui se passe avec l'insuline produite naturellement. Elle monte très vite quand on en a besoin et puis elle disparaît très vite quand on n'en a pas besoin. Et les autres, même les insulines les plus rapides, ça prend un petit peu plus longtemps pour monter et beaucoup plus longtemps pour disparaître. Et c'est important de considérer quand on veut voir ce qui se passe pendant l'exercice avec cet équilibre avec l'insuline et le glucagon, qui est l'hormone qui a l'effet opposé. Alors, l'insuline fait baisser le glucose et le glucagon fait monter le glucose. Dans une situation où le pancréas fonctionne normalement, une montée de glucose normalement résulte dans une montée d'insuline, une augmentation d'insuline. En même temps, cette insuline va faire certain que le glucagon ne sort pas de son endroit de stockage dans les cellules alpha qui sont juste à côté des cellules bêta dans le pancréas. Alors, normalement, ce qu'on voit, c'est quand l'insuline monte, le glucagon descend et quand le glucagon monte, l'insuline descend. Ces deux hormones sont souvent, ils vont dans des directions opposées. Quand on a le glucose qui est stocké ou qui est mis en entrepôt, on va retourner au niveau de base de glycémie. Quand on commence notre exercice, on a le système nerveux qui va donner des signaux au pancréas. Ainsi, on va avoir un peu d'une diminution de glucose. Et ce qui va arriver, c'est une diminution d'insuline produite et une diminution d'insuline en circulation, ce qui permet au glucagon de sortir. Et le glucagon peut aller toucher le foie, et c'est le foie qui va laisser sortir un petit peu de glucose qu'il avait toutefois entreposé. Si on essaie de regarder la même situation avec le diabète de type 1, ce qui se passe, c'est que le pancréas ne peut pas répondre quand le glucose monte. Alors, on essaie de mimiquer ou de donner le même montant d'insuline que le corps requiert avec notre pompe ou nos injections. Ceci va faire baisser les taux de glycémie.
Mais souvent, c'est différent à chaque fois. On voit beaucoup de variabilité dans les réponses glycémiques. De l'autre côté, encore, le pancréas ne peut pas répondre quand on a l'activité physique qui commence et le glucose qui baisse. Le glucagon, et surtout quand on a le diabète de type 1 pendant une période assez longtemps, et souvent, la réponse de glucagon n'existe plus ou est beaucoup diminuée comparée à ce qu'elle devrait l'être. Alors, cette montée de glucose qu'on voulait avoir avec le foie euh, ne se passe pas normalement et souvent ne donne pas les effets qu'on désire. Alors, ceci nous amène au sujet de le bon exercice, parce qu'on a différents types d'exercices qui vont accéder aux différentes sources de carburant ou d'énergie pour faire cet exercice. Beaucoup de personnes commencent avec l'exercice aérobique parce que c'est facile. On peut aller marcher n'importe où, on a simplement besoin de bonnes chaussures et un endroit qui est sécuritaire pour le faire. Le problème avec l'exercice aérobique, c'est que le type de carburant qu'on utilise, en premier, c'est les matières grasses ou les lipides, mais en deuxième, le glucose, mais spécifiquement le glucose sanguin. Cette petite montant, une cuillerée de sucre qu'on trouve dans 5 litres de sang, tout d'un coup, ça, c'est une source d'énergie pour l'exercice aérobique. Et la raison pour ceci, c'est que les hormones clés qui contrôlent l'énergie et notre accès à ces sources d'énergie, c'est l'insuline et le glucagon. Alors, ce qui se passe normalement, si le pancréas fonctionne normalement, c'est que quand l'exercice commence, l'insuline diminue. Et avec le diabète de type 1, comme elle est dépendante de ce qu'on a injecté ou pompé dans le corps dans les heures précédant l'exercice, on voit souvent qu'il n'y a pas de changement ou même qu'il y a une petite augmentation parce que l'insuline qui se trouve sous la peau est absorbée un petit peu plus vite pendant l'exercice. Cependant, le glucagon qu'on veut voir monter et qui monte si le pancréas fonctionne normalement, souvent ne peut pas monter parce qu'il y a trop d'insuline et aussi on voit que cette réponse est diminuée comparée à ceux qui n'ont pas le diabète de type 1. Ce qu'on voit comme résultat avec l'exercice aérobique, c'est souvent quelque chose comme ceci. Le glucose diminue, ça baisse assez rapidement, souvent entre 4 et 5 millimoles par litre dans 45 minutes d'exercice aérobique. Alors, les recommandations qu'on a pour le moment, c'est vraiment qu'il faut essayer de diminuer le montant d'insuline qu'on a dans la circulation avant de commencer l'exercice. Et plusieurs études ont regardé de différentes façons de faire ceci. Je sais que ceci, c'est un petit peu difficile à lire, alors je vais l'expliquer. C'est une étude où on a donné à manger 2 heures avant une session d'exercice, mais avec cette nourriture, on a soit donné tout l'insuline, alors 100% du bolus, 75% du bolus, 50% ou 25%. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on donne beaucoup moins d'insuline, alors le 25%, on a une baisse moins forte dans la glycémie pendant l'exercice. Si on donne tout le bolus, on va augmenter notre risque d'hypoglycémie parce que 2 heures plus tard, c'est quand on voit l'action maximale presque de la majorité des sortes d'insuline synthétique, ce qui veut dire que pendant l'exercice, le corps essaye de stocker le glucose et essaye de l'utiliser comme source d'énergie. On a aussi essayé de voir si ça fait une différence, le montant de temps qui s'est passé depuis la collation et l'exercice. Alors ici, c'était même idée, même sorte d'exercice. C'était quelqu'un qui courait sur un tapis roulant. Et on voit qu'avec 120 minutes après avoir pris cette collation, et c'était 25% du bolus naturel, ce qu'on a fait, c'était de faire ces études une étape à la fois. Alors, comme ils ont vu que 25%, ça fonctionnait le mieux, ils ont fait le 25% ici, mais à 120 minutes après, 90 minutes après, 60 minutes après, 30 minutes après. Alors, quand on a commencé l'exercice ici,
euh, très près de quand on a fait la collation, on a eu un petit peu moins d'une descente, d'une chute de glucose comparé que quand on l'a fait 2 heures avant. Et ici, c'est vraiment ça montre qu'il faut éviter de faire l'exercice quand on voit l'action maximale de l'insuline. Alors, si on prend notre collation plus près de l'exercice, et il faut toujours réduire la dose d'insuline avant l'exercice. Si on ne veut pas manger avant l'exercice, on a d'autres options parce qu'on a vu avec quelques études que si on augmente l'intensité, mais c'est l'intensité assez haut, que ça peut éviter les chutes de glucose pendant l'exercice ou au moins les diminuer un petit peu. Ici, on a une étude qui a été faite dans les années 1980 qui montre même qu'avec un exercice très intense, qu'il y a même une augmentation de glucose. Les boîtes ouvertes ici, ça c'est une groupe de participants qui ont le diabète de type 1 et ça monte pendant cet exercice d'intensité très élevée et ça a continué à monter après. Tandis que ceux qui n'avaient pas le diabète de type 1, on a vu cette montée de glucose, mais un retour au normal dans l'heure qui suivait l'exercice. Il faut aussi que j'admette à ce moment que ces participants ont fait cet exercice à jeun. Et ça, c'est un point important à se souvenir parce qu'on va discuter plus tard l'importance d'être à jeun pendant l'exercice et comment ça va influencer les taux de glycémie. Nous, dans mon labo, on a commencé à faire plusieurs études avec les exercices de résistance parce que c'est considéré comme un exercice de haute intensité. On voulait savoir si on pouvait prévenir les diminutions de glucose pendant l'exercice et peut-être prévenir les hypoglycémies pendant l'exercice si on ajoutait ce type d'exercice à nos activités. Ce qui est important de voir ici, c'est que les sources de carburant, le type de carburant et où ils sont stockés, c'est très différent aux exercices aérobiques. Alors ici, le glycogène musculaire, alors 80% de ce qu'on a stocké, c'est le glycogène musculaire. Glycogène du foie, c'est presque 20% là. Là, maintenant, on a accès à tous ces stocks qu'on n'avait pas accès quand on faisait notre exercice aérobique. Et la raison pour ceci, c'est parce qu'on a différentes hormones. L'adrénaline, ce qu'on appelle l'épinéphrine, c'est un mécanisme de survie qu'on a développé il y a des milliers d'années qui nous donne accès à beaucoup d'énergie très, très vite si on pense qu'il y a un risque à notre vie ou si on fait de l'exercice très intense. Et alors ici, ce qu'on voit, c'est que les réponses glycémiques à des activités qui sont plus intenses sont très différentes à ceux qui sont moins intenses. Nous, on a montré qu'avec l'exercice aérobique ici, et si on dit 60% de VO2 pic, ça veut dire que c'est assez intense pour qu'on respire plus profondément, mais qu'on est toujours capable de parler un petit peu pendant qu'on fait l'exercice. Et comme prévu, on a vu une grosse chute de glucose vers 3 ou 4 millimoles par litre pendant 45 minutes d'exercice. Avec l'exercice de résistance, on a toujours vu que ça descendait, mais pas autant qu'avec l'exercice aérobique. Et ce qui est important de noter ici aussi, c'est que cette étude, les participants ont fait tout l'exercice le soir, vers 5 heures du soir, après le travail. L'ordre de l'exercice peut aussi être important et ceci, on a montré avec une étude où on a fait de l'exercice de résistance soit avant ou après l'exercice aérobique. Et avec les points fermés ici, on voit que si on fait l'exercice de résistance avant l'exercice aérobique, il n'y a pas de chute de glucose. En moyenne, tout le monde est un peu différent dans les premières quinzaines, vingtaine minutes d'exercice aérobique. Alors, ça peut prolonger le temps avant qu'on voit cette chute de glycémie. Pourtant, quand on a l'exercice aérobique en premier, cette chute est toujours là. Mais en ajoutant un peu d'exercice de résistance après l'exercice aérobique, ça peut arrêter
cette chute de continuer pendant notre session d'exercice. Alors, ceci nous donne des opportunités de varier l'ordre des exercices dépendant de notre taux de glycémie quand on commence l'exercice. Si on arrive au gymnase et puis on est à 16 millimoles, c'est probablement une bonne idée de commencer avec l'exercice aérobique pour que ça descende un petit peu dans une zone qui est un peu plus sécuritaire et bonne santé pour nous. Et si on commence un petit peu plus bas et on ne sait pas si on devrait prendre une collation, peut-être on peut commencer avec cet exercice de résistance parce que ça va descendre moins pendant l'exercice et ça peut aussi prévenir ces chutes pendant une période de temps avec l'exercice aérobique. Le problème, par contre, c'est qu'avec ces exercices qui sont plus intenses, soit des intervalles de haute intensité, soit l'exercice de résistance, on voit que les hypoglycémies, même s'ils ne se passent pas autant pendant l'exercice, le risque est élevé après l'exercice. Alors, du côté gauche ici, vous pouvez voir que 6 heures après l'exercice, dans ces participants ici, il y en avait 12. En moyenne, le niveau de glycémie était beaucoup plus bas 6 heures après l'exercice qu'avec l'exercice aérobique. Et si on fait notre exercice plus tard dans la journée, ça veut dire qu'il y a un risque élevé d'hypoglycémie pendant la nuit. Même chose ici du côté droit. Ça, c'est une étude où on a fait des intervalles de haute intensité. Le gris ici en bas, ça, c'était les intervalles les plus intenses. Et on voit que plusieurs heures après, pendant la nuit ici, les intervalles les plus intenses ont mené au taux de glycémie les plus basses. La raison pour ceci, c'est qu'on vient juste prendre notre glucose de ces endroits où on les avait stockés, dans le foie, dans les muscles, et il faut repayer, il faut remettre ce glucose en entrepôt. Et notre corps va faire ceci après l'exercice. Quand on prend un repas, le foie va prendre tout ce qu'il veut tout de suite, ce qui laisse les muscles à reprendre leur glucose pendant plusieurs heures après l'exercice, jusqu'à 12, même 24 heures après l'exercice, ce qui va élever ce risque d'hypoglycémie pendant la nuit si on fait notre exercice tard dans la journée et si cet exercice est d'autre intensité. La bonne personne. Et ici, je vais vraiment mettre le focus sur le sexe, le genre et l'exercice, parce qu'on sait qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes. Les femmes avec le diabète de type 1 font moins d'activité que les hommes avec le diabète de type 1. Et on sait déjà, comme j'ai mentionné, que le peur de l'hypoglycémie et l'augmentation aussi de la variabilité glycémique sont des obstacles majeurs à l'exercice. Les hommes et les femmes utilisent différents carburants durant l'exercice. Souvent, les femmes ont plus d'emphase sur les lipides comme source d'énergie pour l'exercice. On sait aussi que les hommes et les femmes ont des préférences et des comportements différents en matière de l'exercice. On n'a pas beaucoup d'études et pas beaucoup de données pour nous montrer ce que ça va faire sur les niveaux de glycémie. Celui-ci, c'est le premier à être publié et le seul jusqu'à maintenant. Et c'était une analyse secondaire, ce qui veut dire que l'étude n'a pas été vraiment planifiée pour faire cette comparaison. Mais ce qu'on voit ici vraiment, c'est que le taux de glycémie s'est diminué plus chez les hommes que chez les femmes, où on a vu très peu de changements pendant une session d'entraînement de résistance, d'exercice à résistance. Et même chose, après l'exercice, on a vu que les femmes avaient des niveaux de glycémie plus hauts et les hommes plus bas après ce type d'exercice. Mais la question qu'il faut poser, est-ce que c'est une question de composition corporelle? Les hommes, en principe, ont plus de muscles, ou des muscles plus développés qui vont utiliser plus d'énergie. Est-ce que c'est le travail effectué? Si on est plus fort, on peut soulever plus de poids. Ou est-ce que c'est une question de comportement? Est-ce que les femmes font plus d'attention aux ajustements des dosages d'insuline pour faire certain que ces hypoglycémies, ce risque d'hypoglycémie soit moins élevé? Quand on a essayé de chercher ceci,
Dans la littérature, il n'y avait pas grand-chose, mais on a récemment publié, basé sur les données du registre Better, une étude qui a montré que les hommes ont le plus enclin de manger des glucides avant, pendant l'exercice que les femmes. Et les femmes perçoivent plus de barrières à l'activité physique et l'exercice. Une autre étude qu'on est en train toujours de préparer le manuscrit, on a montré que les femmes sont plus concernées par le maintien de leur poids. Alors maintenant, si on voit ces deux ensemble, on peut voir, oui, ben, ça fait bon sens que les femmes ne veulent pas manger autant de glucides avant l'exercice ou pendant l'exercice si si elles prennent l'exercice pour maintenir le poids. Et on a vu aussi qu'il y avait des différences dans les préférences d'activité entre les deux genres, avec les femmes voulant faire plus d'activités en groupe, comme les classes d'exercice, tandis que les hommes, c'était plutôt des sports qui les intéressaient. Avec la santé reproductive des femmes, on voit aussi qu'il y a des problèmes avec la santé reproductive en général si on a le diabète de type 1. Les règles sont parfois irrégulières ou plus souvent irrégulières et les cycles plus longs chez les femmes atteintes de diabète de type 1. Dépendant de quelle étude qu'on lit, entre 20 et 80% d'adolescentes avec le diabète de type 1 et 20 et 40% des adultes ont des problèmes avec leurs règles. Et ça veut dire soit c'est irrégulier ou que ça fait mal ou on voit aussi les risques d'irrégularité menstruelle augmentent avec l'hémoglobine glyquée. Alors, si on gère mieux notre glycémie chez les femmes, on a moins de problèmes, mais ça n'efface pas tous les problèmes. Avec le cycle menstruel, on voit aussi que la sensibilité à l'insuline change pendant notre cycle. Alors, la phase lutéale, qui représente les 14 jours normalement devant les règles, précédant les règles, on voit que la sensibilité à l'insuline diminue. Et en termes d'exercice, ceci pourrait être problématique parce qu'on va mettre plus d'insuline dans le système pour garder les mêmes niveaux de glycémie. Alors, nous, on a commencé quelques études, on ne les a pas encore terminées, mais comme on voyait que la glycémie pourrait être plus élevée dans la phase lutéale et qu'on pourrait probablement prendre plus d'insuline pour régler ceci, il y avait le risque d'avoir plus d'insuline active pendant l'exercice. Avec plus d'insuline active, on voulait savoir s'il y avait un plus grand risque d'hypoglycémie. Et ici, je vais vous montrer simplement cette case en bas que oui, on a vu plus de femmes qui avaient besoin de glucides pendant nos sessions d'exercice pour prévenir les hypoglycémies pendant la phase lutéale, surtout cette dernière semaine avant les règles. L'âge, c'est une question qu'on n'a pas encore vraiment été capable de répondre. Surtout chez les femmes, après la ménopause, le risque de maladies cardiovasculaires augmente de manière disproportionnée chez les femmes. La peur de l'hypoglycémie et la perte de contrôle, comme on a déjà mentionné, c'est une grande barrière à l'exercice. Les lignes directrices qu'on a jusqu'à maintenant pour comment gérer son insuline et nos glucides pendant l'exercice ont vraiment été élaborées avec des études qui ont été faites avec des jeunes hommes en bonne forme physique. Alors, pour le moment, on ne sait pas si ces conseils sont vraiment bons pour les femmes en général et surtout pour les femmes ménopausées. Alors, pour le moment, je vais dire, je ne sais pas. Mais je peux dire que c'est quelque chose qu'on étudie dans notre laboratoire à l'Université de l'Alberta et que j'espère avoir bientôt des données à partager sur ce sujet. Le bon moment. Alors ici, je vais commencer en montrant le même étude que j'avais montré tout à l'heure avec une baisse moins prononcée de glycémie avec l'exercice à résistance. Ceci, on l'a publié en 2013, mais en même temps, il y a une étude qui a été publiée 2 ans après qui a montré que le niveau de glycémie montait
pendant exactement le même type d'exercice, de même durée, de même intensité. Alors, quand j'ai regardé ces deux études de très près, j'ai remarqué que l'étude de Turner et al., ici du côté droit, leurs participants étaient à jeun pendant qu'ils faisaient leur exercice. Alors, ceci m'a poussé à faire une étude pour vraiment vérifier la théorie que j'avais que à jeun, les changements de glycémie seraient différents comparés à si on les faisait plus tard dans la journée. Alors ici, vous pouvez voir ce qu'on a trouvé. C'était les mêmes individus qui sont venus faire leur exercice le matin à jeun et après l'après-midi, quelques jours plus tard, ou de l'autre ordre, pour faire cet exercice. Et puis, quand ils faisaient leur exercice l'après-midi vers 5 heures, on voyait que, comme on avait vu tout à l'heure dans notre étude, les taux de glycémie se baissaient. Mais le matin, le même exercice dans les mêmes personnes, quand ils le faisaient à jeun, faisait monter les niveaux de glycémie. Et non seulement ça, ça faisait monter les niveaux de glycémie pendant plusieurs heures après l'exercice. Alors, si on a vraiment peur des hippos, l'exercice à jeun le matin peut être une bonne option. Mais il faut aussi faire gaffe de ces montées, ces excursions qui continuent après l'exercice et faire d'ajuster l'insuline un peu après l'exercice pour éviter ceci. C'était aussi quelque chose qu'on avait vu avec l'exercice à intervalles. Même sorte d'étude, exercice l'après-midi, taux de glycémie diminue. Le matin, à jeun, ça monte. Alors, ça se peut que l'intensité, ce n'est pas la seule histoire ici, que peut-être être à jeun est plus important que l'intensité. Mais on voit par contre dans plusieurs études que si on ajoute cette intensité dans des sessions aérobiques, qu'on ne voit pas d'aussi grande diminution dans les niveaux de glycémie pendant l'exercice. Alors, je vais simplement faire un petit sommaire ici de ce que j'ai discuté jusqu'à ce point. Le bon traitement. Ici, c'est bon de savoir que les exercices de résistance et par intervalle génèrent une glycémie plus stable pendant l'activité, mais il faut aussi savoir que il va avoir probablement des glycémies plus basses après. Et aussi, ici, l'ordre des exercices est important. Si on fait l'intensité en premier, ça se peut que notre taux de glycémie reste un petit peu plus stable pendant les exercices aérobiques s'ils viennent en deuxième. La bonne personne, on sait que chez les femmes, qu'on peut voir la glycémie réagir différemment que celle des hommes et qu'elle va varier pendant le cycle menstruel. Les femmes ont des obstacles, des préférences et des comportements différents en matière d'exercice comparés aux hommes et que, à l'instant, au moment, nos conseils et nos recommandations sont souvent basés sur des études qui ont été faites seulement chez les hommes. Le bon moment, et ça c'est le dernier sujet que j'ai touché ici, et c'est l'exercice à jeun le matin peut causer une hausse de la glycémie et des hyperglycémies après cette sorte d'activité. Alors, j'ai gardé cette présentation assez courte pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour discuter, pour avoir des questions. Je vais simplement dire un petit merci aux membres de mon laboratoire, ici Zainab Momani, Reed McClure et Jess Logan, qui ont fait beaucoup de travail sur les projets dont j'ai présenté aujourd'hui. Il faut aussi qu'on remercie nos participants qui ont été formidables jusqu'à maintenant et sans lesquels on ne peut pas faire nos projets de recherche du tout. Et aussi aux instituts et aux fondations qui nous ont donné des subventions pour faire nos projets de recherche. Alors, je vous laisse ici avec l'Université de l'Alberta. Je crois qu'on a mis mon adresse courriel quelque part si vous avez des questions que vous voulez poser après la présentation. Pour le moment, la boîte Q&A est ouverte et n'importe qui peut poser des questions dans cette boîte. Alors, je vous invite
de poser vos questions et je ferai de mon mieux de les répondre et de le faire avec le montant minimal d'erreurs grammaticales. Et sinon, Sarah, peut-être il y a une question avec laquelle on peut commencer? J'ai aucune question présentement dans le Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux peut-être commencer avec plusieurs questions qu'on me pose assez régulièrement. Euh, je sais que surtout le hockey au Canada, c'est très populaire. Et puis, j'ai des parents qui viennent me dire, j'ai mon gars qui joue au hockey. Et puis, pendant les pratiques, il chute toujours, les glycémies descendent et baissent toujours pendant les pratiques. Mais pendant les matchs, c'est quelque chose de complètement différent. Alors là, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Quand sont les pratiques? S'ils sont plus tard dans la journée, s'ils sont après un repas où ils ont de l'insuline très active qui circule, là, on va avoir des problèmes. Mais aussi, l'adrénaline, l'épinéphrine, on voit qu'il y a un petit peu la psychologie du sport qui fait aussi monter ce niveau de glycémie. Alors, les jeux qui vont avoir le plus néfaste effet sur la glycémie, ça va être ceux qui sont les plus intenses où on a le plus de compétition. Et c'est vraiment difficile à gérer ceci. Alors, c'est une des questions qui est vraiment, vraiment difficile à répondre, mais les pratiques vont vraiment être très différentes des jeux et il faut avoir des approches différentes pour ces deux-là. Bonne question. Exemple d'exercice aérobique et non. Alors ici, exercice aérobique serait quelque chose qui est de continu, où on a des muscles qui se contractent d'une façon rythmique. Alors on dit que courir à une intensité moins élevée, par contre, faire du cyclisme qui n'est pas trop intense, le ski de fond, la danse, la natation, n'importe quoi comme ça, ça va être un exercice aérobique. La marche aussi, c'est aérobique. Parfois, même si on est à genoux à frotter le plancher, ça peut être aérobique. Si ça fait monter le rythme cardiaque et si ça fait respirer un petit peu plus profondément, on sait que c'est un exercice aérobique. Si ça fait respirer très, très vite et très rapidement et très profondément, là, c'est un exercice anaérobique ou d'intensité haute. Si on ne peut pas parler pendant l'exercice, c'est certainement anaérobique. OK, vous avez parlé des différences hommes-femmes, mais y a-t-il différence chez les enfants? Bonne question, Vanessa. Je dirais probablement oui. Pas entre les sexes, mais entre les enfants et les adultes. Je crois que ici, on n'a pas beaucoup d'évidence, alors c'est mon opinion plus que d'autres choses. Euh, Entre les filles et les garçons, euh, comme on n'a pas encore vu beaucoup les hormones en grande quantité comme l'estrogène, euh, c'est là qu'on voit vraiment la différence chez les hommes et les femmes. L'estrogène chez les femmes, ça va promouvoir l'utilisation des glucides comme source d'énergie. Et chez les enfants, c'est pas très développé. Différence entre les enfants et les adultes, oui. Mais c'est vraiment différent chez les enfants parce qu'ils ont un métabolisme très, très élevé, surtout pendant qu'ils grandissent. Et là, c'est un domaine complètement différent de recherche où il va falloir chercher dans la littérature. Je ne suis pas experte chez les enfants, alors malheureusement, je ne peux pas donner plusieurs détails sur celui-là. Euh, est-ce que vous avez présenté, est-ce que ce que vous avez présenté s'adapte pendant les enfants? Je ne comprends pas très bien cette question. Je pense qu'on va voir ces différences entre les hommes et les femmes. Ou est-ce que c'est simplement les intensités? L'effet d'intensité, on va le voir n'importe où parce que l'adrénaline, c'est quelque chose d'universel. Alors, quelque chose qui est plus intense va avoir moins de diminution pendant l'exercice, mais plus plus de risque d'hypoglycémie après l'exercice.
Et les exercices aérobiques, surtout s'ils sont après qu'on vient de donner de l'insuline dans les heures précédentes, ça va être probablement, et encore tout le monde est un peu différent, tous les enfants sont un peu différents, on va probablement voir presque la même chose si c'est aérobique versus haute intensité. Savons-nous pourquoi la glycémie augmente après les entraînements à jeun? Oui et non. On a des théories qui ont à faire avec l'hormone de croissance. Alors, chez les diabétiques de type 1, on voit les personnes atteintes de diabète de type 1, pardon, il faut que j'utilise le bon vocabulaire. On voit souvent le matin que la glycémie monte sans même qu'on se lève du lit et sans qu'on mange. Et ceci, on a attribué à l'augmentation d'hormones de croissance et de cortisol qui se passe naturellement le matin. Et ces deux hormones vont promouvoir l'utilisation de glucides comme source d'énergie. Et quand on a plusieurs glucides en circulation, ça donne un petit peu de résistance à l'insuline. Alors, même chose pendant l'exercice, si on utilise des glucides comme source d'énergie pendant l'exercice, ça fait lâcher des glucides des tissus adipeux qui vont dans la circulation. Et si on a ces glucides en circulation, on va voir un petit peu de résistance à l'insuline. Alors, c'est pour ça que je crois, et encore, c'est des théories, on n'a pas encore vraiment testé ces théories bien dans le laboratoire, qu'on voit cette montée de glucose après l'exercice à jeun, quand ça se passe le matin. On n'a pas encore fait des tests à jeun l'après-midi. Votre français est excellent, merci, bonne journée. Ben, merci, Denis, c'est apprécié. Bonjour, avez-vous des études en cours pour le sport chez les femmes, plus précisément sur les sports d'endurance? Moi, personnellement, non. Et pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de monde dans mon domaine de recherche qui font des études chez les femmes. Alors, c'est quelque chose que j'envisage faire dans les prochaines quelques années. Surtout maintenant qu'on a plus d'accès à des accéléromètres qui sont portés comme montre et les pompes qui nous donnent beaucoup de données sur l'insuline. Alors, c'est plus facile de faire ces études à distance virtuelle. Alors, c'est quelque chose que je vais probablement faire dans le futur, mais ce n'est pas quelque chose où on a beaucoup de données aujourd'hui, malheureusement. OK. Je vois que selon votre étude, l'exercice baisse à jeun. Non, je pense que vous avez mal compris. L'exercice, selon votre étude, l'exercice baisse à jeun. Tenez-vous compte qu'on ne se donne pas d'insuline rapide lorsqu'à jeun. Oh, oui, pardon. J'ai mal compris la question initialement. Avec ces études où on voit les montées de glucose pendant l'exercice à jeun, oui, on a tenu compte du fait que l'insuline rapide n'est pas donnée le matin. Mais ce qu'on avait aussi vu, c'est, je crois que 2 tiers de nos participants utilisaient des pompes à insuline et ils utilisaient plus d'insuline le matin pour prévenir ces montées naturelles qu'on voyait. Ce qu'on appelle en anglais le dawn phenomenon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais même avec les taux basal plus élevés le matin et avec les pompes, on disait qu'il n'y avait pas d'insuline à bord quand on a commencé, ou insuline active quand on a commencé ces activités. On a toujours vu cette différence que le glucose montait le matin et descendait l'après-midi quand on faisait l'exercice à jeun le matin. OK, prochaine question. Maintenant, on a plein de questions. J'ai 1 minute qui me reste ici. J'ai une question. Lorsqu'il y a une remontée de la glycémie suite à l'arrêt de l'exercice, quelle est la meilleure solution? S'injecter de l'insuline ou prévoir de l'exercice de résistance?
Ça, c'est une bonne question, Stéphane. Et puis, ça dépend de la personne et ça dépend de vos préférences. On a des études qui montrent que s'injecter de l'insuline ne va pas augmenter les risques d'hypoglycémie plus tard, surtout si l'exercice est fait le matin à jeun. Mais plus tard dans la journée, se donner de l'insuline peut augmenter ces risques d'hypoglycémie plus tard le soir. On a quelques personnes qui disent que de faire quelques minutes d'exercices très légers pour en anglais, on dit cool down, pour qu'on baisse le rythme cardiaque, que ceci même va aider à prévenir un petit peu ces montées de glucose qui pourraient se produire après l'exercice. Et si je n'ai pas très bien répondu à cette question, soyez-vous à l'aise de m'envoyer un email et puis je ferai de mon mieux de répondre un petit peu en plus de détails là où j'en suis capable. Bon, alors pour le moment, il nous reste plus de temps. Alors je suis désolée pour, wow, il y avait beaucoup de questions qui restaient. Alors, comme j'ai mentionné, si vous voulez m'envoyer un email, je pense qu'on a mis mon email dans le chat. Et puis, sentez-vous à l'aise de me poser des questions comme ça. Et puis, autrement, j'espère que tout le monde a appris quelque chose et que j'ai l'opportunité de vous parler encore dans le futur. Merci.